c'est ma demi-sœur, juste une infirmière. Ma sœur l'a dit de la même manière qu'on présenterait une tache sur une nappe, quelque chose à reconnaître avant que tout le monde ne l'ignore poliment. 120 invités au Oakmont Country Club. Des flûtes de champagne en l'air. Mon père a ri le premier. Pas un rire nerveux. Un vrai rire, le genre qui vous dit qu'il est d'accord. Je me tenais là, dans ma robe à $40, parmi des femmes portant du Valentino, et j'ai fait ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai encaissé. Mais ce que ma sœur ne savait pas, ce que personne à cette table ne savait, c'est que l'homme assis à la table d'honneur, le père du marié, l'homme qui payait pour tout ce mariage, j'avais tenu son cœur battant entre mes mains nues sur une autoroute il y a 3 ans. Et il était sur le point de s'en souvenir. Avant de continuer, si cette histoire vous touche personnellement, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez vraiment concerné par ce que je partage. Indiquez votre position et l'heure locale dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous écoutez. Mon nom est Shelby Nair. J'ai 29 ans. Je suis infirmière en traumatologie. Et voici l'histoire de la façon dont le moment le plus cruel de ma sœur est devenu sa plus grande erreur. Maintenant, laissez-moi vous ramener 3 semaines avant le mariage, le jour où l'invitation de Victoria est arrivée dans ma boîte aux lettres. L'invitation est arrivée un mardi, coincée entre une facture d'électricité et un catalogue auquel je ne me suis jamais abonné. Papier crâne et compagnie de couleur crème, impression typographique avec un monogramme frappé alors, V&J, Victoria et James. J'ai passé mon pouce sur les lettres en relief. Mes mains sentaient encore la chlorhexidine de ma garde de nuit. Ils avaient mal orthographié mon nom, Shelly. Personne dans ma famille n'a jamais pris la peine d'apprendre la différence. Il n'y avait pas d'invité supplémentaire. J'ai posé l'invitation sur le comptoir de ma cuisine à côté d'une pile de revues de soins infirmiers en traumatologie et je l'ai fixée de la même manière qu'on fixerait une assignation à comparaître. Parce que c'était ça, pas une invitation, une assignation. Victoria ne me voulait pas à son mariage, elle voulait s'assurer que j'étais sous contrôle. Grandir dans la maison de mon père était un exercice pour devenir un meuble. Robert a épousé Diane quand j'avais 9 ans. Victoria en avait 12. Dès cette première semaine, l'architecture de la famille a basculé. La chambre de Victoria avait un lit à baldaquin et un portrait encadré que Diane avait commandé à un artiste local. Ma chambre était l'ancien bureau, réaménagé avec un lit de camp et une lampe qui vacillait quand le chauffage s'allumait. Les photos de classe de Victoria montaient le long du mur de l'escalier dans des cadres assortis, les miennes restaient dans un tiroir. Diane présentait Victoria aux invités comme « notre fille ». J'étais l'enfant de Robert d'avant. Et mon père, il laissait faire à chaque fois. Je l'appelais tous les dimanches comme une horloge. Il décrochait, disait « Salut, Shell », parlait pendant 90 secondes, puis disait « Je te rappelle ». Il ne le faisait jamais. 3 mois pouvaient s'écouler sans entendre sa voix. Et quand je finissais par composer son numéro à nouveau, il répondait comme si aucun temps n'avait passé, comme si je n'étais pas quelqu'un qui valait la peine d'être suivi. Alors, quand l'invitation de Victoria est arrivée, avec mon nom mal orthographié et aucun invité autorisé, j'ai failli la jeter. Presque. Puis mon téléphone a sonné et c'était lui. « Victoria veut que tu sois là », a dit mon père. Sa voix avait cette chaleur répétée qu'il n'utilisait que lorsque quelqu'un écoutait. Ça signifierait beaucoup. J'aurais dû m'en douter. Quand mon père appelle, ce n'est jamais pour moi, c'est toujours pour tout ce dont Victoria a besoin. J'ai fait des recherches sur les Harrington ce soir-là, assis en tailleur sur le sol de mon appartement avec mon ordinateur portable en équilibre sur une pile de manuels de physiopathologie. Richard Harrington, 63 ans, a commencé comme ouvrier de construction dans la vingtaine. Il a bâti une entreprise de développement immobilier à partir de la rénovation d'un simple duplex pour en faire une société qui avait remodelé la moitié du couloir commercial du comté de Fairfield. Un autodidacte, le genre d'homme que les profils de magazines décrivent comme une richesse sans prétention. Son fils James était un avocat d'affaires et diplômé de Georgetown Law, associé junior dans un cabinet de taille moyenne au centre-ville. Beau garçon, d'une manière soignée et prudente. Victoria sortait avec James depuis 2 ans, et pendant ce temps, elle avait construit toute une mythologie autour de notre famille. J'ai reconstitué le tout à partir de son compte Instagram, celui qu'elle ne m'avait jamais laissé suivre mais qu'elle n'avait jamais pris la peine de rendre privé, des photos sélectionnées de brunchs familiaux le dimanche dans des restaurants où je n'avais jamais été invité. Robert dans un blazer qu'elle avait choisi.
Diane avec des mèches fraîches. Des bougies sur la table. Les légendes se lisaient comme des textes publicitaires, rien n'est plus important que la famille. Les commentaires étaient un refrain, votre famille est un modèle, tellement béni. Une photo avait 47 mentions j'aime. Je ne figurais sur aucune image. Robert gérait un magasin S-Hardware à Milford. Victoria a dit au Harrington qu'il était, dans l'industrie de la quincaillerie. Diane avait l'habitude de s'occuper de petits événements de quartier, gâteaux et plats de service, et Victoria l'avait repackagé comme quelqu'un qui dirigeait sa propre entreprise de traiteur. Tout dans notre famille était une rénovation, de la peinture neuve sur des montants pourris. J'ai appris plus tard par James lui-même que Victoria avait donné une instruction spécifique au Harrington à mon sujet. Je l'ai surprise en train de dire à Diane au téléphone la semaine avant le brunch, nous avons besoin d'elle pour la photo de famille. Après cela, gardez-la invisible. Le mot est tombé comme un coup de poing fermé. Invisible. Cela avait toujours été la mission. Voici le truc à propos d'être invisible à la maison, vous apprenez à devenir essentiel ailleurs. Ma garde à Saint-Lucas régional commençait à 7 heures et ne se terminait pas tant que le tableau n'était pas vide, ce qui signifiait généralement 19 heures plus tard. Cette semaine-là, la semaine précédant le brunch pré-mariage de Victoria, j'ai enchaîné 4 gardes de 12 heures. 3 arrêts cardiaques, un traumatisme pédiatrique auquel je pense encore quand le service devient calme, et un homme de 60 ans dont le cœur s'est arrêté dans la salle d'attente. J'avais les mains sur sa poitrine avant que le chariot d'urgence n'arrive, et il est reparti 5 jours plus tard en portant des fleurs pour sa femme. Personne à Saint-Lucas ne se souciait de savoir qui ma demi-sœur épousait. Il se souciait de savoir si mes perfusions étaient propres et si mes évaluations étaient précises. Le docteur Hélène Marsh, la titulaire qui dirigeait nos urgences comme un capitaine de sous-marin, m'avait nominé pour le prix d'excellence en soins infirmiers l'année précédente. J'avais gagné. La plaque se trouvait dans mon casier au travail. Je ne l'ai jamais rapportée à la maison. Je n'ai jamais rien publié à ce sujet. Je ne l'ai jamais dit à ma famille. La seule fois où j'ai mentionné à Victoria que j'avais été nominé pour quelque chose, elle a penché la tête et a souri. C'est mignon. Est-ce qu'il donne de vrais prix aux infirmières? Diane avait ri depuis la cuisine. Robert n'avait rien dit. Alors j'ai arrêté de partager. J'ai laissé mon travail exister là où il comptait, dans les dossiers des patients, dans les résumés de sortie, dans le signe de tête discret d'un chirurgien qui savait que j'avais repéré quelque chose qu'il avait manqué. Le cas le plus important de ma carrière s'était produit 3 ans plus tôt. Un poids lourd s'était mis en portefeuille sur l'île 95 pendant une tempête de pluie. Plusieurs véhicules. Je rentrais chez moi après une double garde quand je suis tombé sur les débris. Ce qui s'est passé pendant ces 47 minutes sur cette autoroute a tout changé, mais j'y reviendrai. Aux urgences, personne ne demande ce que votre famille pense de vous. Ils ont juste besoin que vos mains soient fermes. Le brunch pré-mariage a eu lieu au domaine Harrington, une coloniale en pierre sur 4 acres avec une allée circulaire et des haies taillées si précisément qu'elle semblait architecturale. J'ai garé ma Honda Civic entre une Porsche Cayenne et une Mercedes Classe S et je suis resté dans la voiture pendant 2 minutes complètes, les mains sur le volant, me disant que ce n'était qu'un après-midi. À l'intérieur, tout sentait la pivoine fraîchement coupée et la vieille fortune. Des traiteurs circulaient dans les pièces avec des plateaux d'argent. Victoria s'était positionnée au centre du salon magnétique, riant de quelque chose que Margaret Harrington disait, sa main posée sur l'arme de James comme si elle était née là. J'avais besoin d'aller aux toilettes. Un traiteur m'a indiqué un couloir, passant devant ce qui s'est avéré être le bureau de Richard Harrington. La porte était ouverte. Je n'avais pas l'intention de m'arrêter, mais les murs m'ont captivé. Des étagères du sol au plafond, un bureau en bois de cerisier avec une carafe de quelque chose d'ambré et du Macallan, je l'apprendrai plus tard, le 18 ans d'âge. Des prix d'excellence encadrés bordaient les étagères, et au centre d'eux, occupant une place plus importante que n'importe quel trophée financier ou plaque de l'industrie, se trouvait une photographie, un homme dans un lit d'hôpital, des tubes à oxygène, des ecchymoses sur la mâchoire. À côté du cadre, une petite carte manuscrite disait « À l'ange de l'île 95 ». À côté se trouvait un article de journal découpé du Fairfield County Register. Le titre « Un homme d'affaires local survit à un horrible accident sur l'autoroute grâce à une infirmière hors service ». J'ai regardé la photo. Le visage de l'homme était gonflé, à moitié couvert de gaz. Je ne l'ai pas reconnu. Je traite des centaines de patients par an et 3 ans,
c'est long. Les visages se brouillent, les détails se dissolvent. J'ai jeté un coup d'œil à l'article mais je n'ai pas lu plus loin que le titre. Puis Richard Harrington est entré derrière moi. C'est mon 2e anniversaire, a-t-il dit, en désignant la photo d'un signe de tête. Le jour où quelqu'un m'a rendu la vie. J'ai souri poliment. C'est incroyable. Il m'a regardé, a maintenu le regard un instant de plus que ce qui est confortable. Puis Margaret l'a appelé du fond du couloir et le moment s'est rompu. Victoria est apparue à mon coude. Arrête d'embêter monsieur Harrington, a-t-elle sifflé. Viens. Elle m'a entraîné avant que je ne puisse dire un mot de plus. Les présentations du brunch ont eu lieu dans le jardin sous une pergola chargée de glycine. Victoria s'y déplaçait comme une attachée de presse posée, efficace, chaque phrase polie pour briller. Ma mère, Diane, elle dirigeait sa propre entreprise de traiteur avant de prendre sa retraite. Diane a rayonné. Richard a hoché la tête, impressionné. Mon beau-père, Robert, il travaille dans l'industrie de la quincaillerie depuis plus de 20 ans. Robert a ajusté son blazer emprunté et a serré la main de Richard avec trop de fermeté. Puis Victoria est passée au groupe d'invités suivant sans s'arrêter. Elle m'a complètement ignoré. Je me tenais à 1 mètre d'elle, tenant un verre d'eau pétillante, et elle a tourné son corps comme si j'étais un pilier. Margaret Harrington l'a remarqué. Elle a tendu la main vers moi. Et qui est-ce? Le sourire de Victoria s'est crispé à peine, de la même manière qu'un point de suture tire avant de rompre. Oh, c'est Shelby. Elle est dans le coin. Margaret m'a regardé avec une curiosité sincère. Que faites-vous, Shelby? Avant que je ne puisse répondre, Victoria est intervenue. Elle travaille dans un hôpital, à un certain titre. J'ai croisé le regard de Margaret. Je suis infirmière diplômée d'État au service des urgences de Saint-Lucas régional. Les sourcils de Margaret se sont levés. Les urgences? Cela doit être incroyablement exigeant. La main de Victoria s'est posée sur l'arme de Margaret, la réorientant comme un gouvernail. Ça l'est. Quoi qu'il en soit, Margaret, je voulais vous montrer les maquettes florales pour les centres de table. Le fleuriste a fait quelque chose d'absolument magnifique avec les roses David Austin. Et juste comme ça, j'étais à nouveau derrière elle. En revenant vers la maison, Victoria s'est mise au pas de Diane et a chuchoté quelque chose que je n'ai saisi que par fragments, mais une phrase est arrivée entière, elle parle déjà trop. Occupe-toi d'elle. Diane a jeté un coup d'œil en arrière vers moi et a souri, le genre de sourire qui n'en est pas un. Elle m'a trouvé près de la roseraie, debout seul avec mon verre d'eau, regardant les traiteurs débarrasser les plateaux du brunch. Elle s'est approchée comme elle le faisait toujours doucement, comme une porte qui se ferme si gentiment qu'on ne remarque pas qu'on a été enfermé dehors. Ma chérie, a-t-elle dit en touchant mon bras. On peut parler une seconde? Elle m'a guidé vers un banc en pierre à l'extrémité du jardin, bien à l'écart des autres invités. Les guirlandes lumineuses n'avaient pas encore été allumées. C'était le genre de coin où l'on met les choses que l'on veut hors de vue. Victoria subit tellement de pression, a dit Diane, sa voix dégoulinante d'une sympathie fabriquée. Ce mariage est tout pour elle. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu me demandes de faire, Diane? Elle a cligné des yeux, se réajustant. Sois juste solidaire. Sois discrète. N'en fais pas une affaire personnelle. J'avais déjà entendu ce scénario. À la fête de l'Action de grâce, quand Victoria a annoncé ses fiançailles et qu'on m'a dit de ne pas éclipser le moment en mentionnant ma nomination pour le prix d'excellence infirmière. Au 60e anniversaire de Robert, quand Diane a suggéré que je fasse un saut rapide, pour que le photographe puisse n'avoir que la famille immédiate. À ma propre remise de diplôme universitaire, où Robert est arrivé en retard, a consulté son téléphone pendant toute la cérémonie, et est parti avant que je ne traverse la scène parce que Diane avait une migraine. J'étais toujours l'élément à gérer, la variable à contrôler. Je t'entends, Diane, ai-je dit. Et je l'entendais. Chaque mot. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai appelé mon amie Priya depuis le parking de l'hôpital, assise sur le capot de la Civic. Je ne sais pas pourquoi je suis venu, lui ai-je dit. Et puis je l'ai entendu la voix de Victoria qui portait à travers une fenêtre ouverte. Elle était au téléphone avec quelqu'un, et ce qu'elle a dit ensuite a tout changé. Non, j'ai dit au Harrington qu'elle avait des problèmes, des trucs émotionnels. Ils ne poseront pas de questions.
Je suis restée assise là. J'ai entendu chaque mot. Et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine se réorganiser. Pas se briser ou basculer. Problème. Trucs émotionnels. Les mots ont tourné en boucle dans ma tête pour le reste de la journée. Je suis rentré du brunch avec les fenêtres baissées, l'air poussant contre mon visage comme s'il pouvait arracher la conversation de ma peau. Ce ne fut pas le cas. 2 jours plus tard, la confirmation est venue par accident. J'étais à la répétition générale, une courte session au Oakmont Country Club pour chronométrer le cortège, et j'étais sorti prendre l'air. James était sur la terrasse en train de parler avec son ami d'université, un témoin nommé Tyler. Ils ne m'ont pas vu au coin du mur. Ouais, disait James, décontracté, presque négligemment. La demi-sœur de Victoria a des problèmes personnels. Victoria n'aime pas en parler. C'est triste. Tyler a murmuré quelque chose de compatissant. James a continué. La famille essaie de rester discrète, tu sais, de la soutenir à distance. La soutenir à distance. C'était la phrase que Victoria avait emballée pour la consommation publique. Elle ne m'avait pas seulement exclue, elle m'avait réécrite. Dans l'esprit de la famille Harrington, je n'étais pas quelqu'un que l'on mettait de côté, j'étais quelqu'un que l'on mettait gentiment en quarantaine. La demi-sœur gentille et tragique avec des problèmes dont personne ne veut discuter au dîner. Ce soir-là, j'ai appelé mon père. Pas de préambule. Est-ce que tu savais que Victoria a dit aux Harrington que j'avais des problèmes de santé mentale? Silence. Puis un soupir. Le soupir spécifique que Robert utilise quand il a été pris en faute et qu'il veut paraître fatigué au lieu d'être coupable. Elle protège juste l'image de la famille, Shelby. Ne fais pas de scène. Protéger l'image de la famille de quoi? De moi. Tu déformes tout. Est-ce que tu l'as suivi là-dedans? Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse. J'ai regardé mon père, cet homme portant les chaussures à laine Edmond que Victoria lui avait achetées, le costume que Diane avait choisi, les arguments que sa belle-fille avait scénarisés et j'ai compris quelque chose que j'évitais depuis 20 ans. Il ne l'avait pas seulement laissé m'effacer. Il l'avait aidé. Le dîner de répétition a eu lieu le vendredi suivant au Oakmont Country Club. 120 invités. Des lustres en cristal projetaient de petits arcs-en-ciel sur le plafond. Un quatuor à cordes jouait en direct. Des marque-places de couleur orange Hermès, calligraphiées à la main. Le genre d'événement où même les plis des serviettes avaient un nom. Je suis arrivé 20 minutes en avance parce que je ne savais pas quoi faire d'autre de mon anxiété. Je portais une robe bleu marine que j'avais trouvée chez Target pour $39. Simple, des lignes épurées. Aucun bijou, à l'exception des boucles d'oreilles en perles de ma mère, 2 petits clous lumineux qu'elle avait portés tous les jours jusqu'à ce que le cancer l'emporte quand j'avais 7 ans. C'était la seule chose d'elle qu'il me restait. Le plan de table était monté sur un chevalet près de l'entrée, encadré d'or. J'ai trouvé mon nom à nouveau mal orthographié à la table 14, la dernière table la plus proche des portes de la cuisine. Je serais assise avec la babysitter, une lointaine collègue de Diane, et une chaise vide. Victoria avait été minutieuse. Je suis entré seul. Des femmes en Valentino et Cartier se déplaçaient autour de moi comme l'eau autour d'un rocher. Diane m'a repéré de l'autre côté de la pièce et a fait un scan rapide, de la tête aux pieds, en 3 secondes chrono. Puis elle s'est penchée vers Victoria et a murmuré quelque chose. Victoria a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, m'a regardé, et s'est détournée. J'ai lu sur ses lèvres. 2 mots, elle va bien. Ce qui signifiait, elle est assez banale pour ne pas causer de problème. Je me suis assise à la table 14, j'ai déplié ma serviette et j'ai regardé le menu. Bar du chili, endives rôties, crème brûlée. Chaque plat coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 3 gardes. Victoria est montée sur scène 20 minutes plus tard, micro à la main incrusté de cristaux, loué pour l'occasion. La salle s'est calmée, puis elle a commencé les présentations. Je savais ce qui allait arriver. Ce que je ne savais pas, c'est qui regardait. Victoria a commencé par Diane. Ma mère, la femme qui m'a tout appris sur la grâce et la résilience. La salle a applaudi. Diane a pressé une main sur sa poitrine comme si elle venait d'être couronnée. Puis Robert, mon beau-père. Robert, l'homme qui m'a donné une vraie famille. Les yeux de Robert sont devenus vitreux. Il a levé son verre.
La salle a suivi. Puis ces demoiselles d'honneur, sa colocataire d'université, sa patronne de l'entreprise d'organisation de mariage. Chaque présentation était un petit couronnement impoli, chaleureux, conçu pour impressionner les Harrington assis à la table d'honneur. Et puis elle s'est tournée vers la table 14. Et voici. Elle a marqué une pause. La pause était étudiée. Je le savais parce que je connaissais Victoria, et elle ne laissait jamais de silence non scénarisé. Voici ma demi-sœur, Shelby. Elle est, une autre pause, un inclinaison de la tête, un petit sourire de circonstance. Juste une infirmière, a-t-elle dit. De la même manière qu'on dirait, seulement, comme une excuse pour quelque chose qui n'y pouvait rien. Puis, rapidement, enfin bon. Mon père a ri. Un vrai rire franc, le genre qu'on a quand une blague tombe exactement au bon moment. Diane a eu un rictus, un coin de la bouche se levant de satisfaction, comme si une case avait été cochée. Quelques invités ont ri avec eux, pas par cruauté, juste par réflexe. Quand la mariée rit, la salle suit. 120 personnes m'ont regardé pendant 3 secondes. Puis la conversation a repris et je me suis fondu à nouveau dans le décor. J'étais assise avec les mains jointes sous la table, les doigts pressés si fort dans mes paumes que j'y trouverais des marques de 2001 plus tard. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas levé. Je ne suis pas parti. Mais j'ai remarqué quelque chose à la table d'honneur. Une personne ne riait pas, Richard Harrington. Il me fixait. Son verre de champagne n'était pas touché. Il s'est penché vers Margaret et a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Puis il s'est tourné vers James, et j'ai vu ses lèvres articuler ces quelques mots, cette fille. Je l'ai déjà vue. Le toast de Victoria a eu lieu 30 minutes plus tard. Elle tenait le micro de cristal comme un sceptre, rétro-éclairé par les lustres, sa silhouette se découpant sur un mur de rose blanche. Je veux raconter une histoire sur la famille, a-t-elle dit, souriant à l'assemblée. En grandissant, ma petite demi-sœur a toujours voulu aider les gens. Elle bandait le chien. Elle faisait des poches de glace pour les genoux écorchés. Rire poli. J'imagine qu'elle a fini par trouver son niveau. La salle a gloussé. Robert a levé son verre. Diane a touché sa clavicule et a souri les yeux fermés, comme si elle savourait de la musique. J'étais assise à la table 14 avec mes mains serrées autour d'un verre d'eau. La babysitter à côté de moi, une étudiante en 2e année nommée Grace, m'a jeté un regard en biais avec l'expression que les gens portent quand ils savent qu'ils sont témoins de quelque chose de laid et qu'ils ne veulent pas s'en mêler. Après le toast, une femme du côté de Victoria s'est approchée de ma table. Blonde, la quarantaine, des bagues à 3 doigts. Alors, vous êtes la demi-sœur. Que faites-vous? Jean, videz les bassins. Elle a ri de sa propre blague avant que je ne puisse répondre. Je l'ai regardée. Entre autres choses. Mardi dernier, j'ai assisté à une thoracotomie d'urgence. Nous avons ouvert la poitrine d'un homme en salle de déchocage et réparé un ventricule lacéré. Il a survécu. Le sourire de la femme s'est effondré. Elle a ouvert la bouche, n'a rien trouvé, et s'est éclipsée. Victoria s'est matérialisée en quelques secondes. Shelby, n'ennuie pas les gens avec tes histoires de travail. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Le silence après le mot « survécu » avait fait le travail pour moi. Mais à l'autre bout de la pièce, j'ai remarqué un changement. James, debout près du bar, regardait sa fiancée avec une expression que je ne lui avais jamais vue, un léger pli entre les sourcils. Le début d'une question qu'il ne savait pas encore comment poser. Victoria m'a coincé dans les toilettes 1 heure plus tard. Comptoir en marbre blanc, distributeur de savon à Ésope, serviette en lin monogrammée pliée en éventail. Elle a fermé la porte derrière elle et le bruit a été très définitif. Écoute-moi. Sa voix était plate et nette, dépouillée du jeu d'actrice qu'elle portait en public. Demain, c'est mon mariage. Mon mariage. Tu vas t'asseoir. Tu vas sourire. Tu ne diras rien. Ne parle pas au Harrington. Ne parle pas de ton travail. Ne parle pas. Point barre. J'ai croisé ses yeux dans le miroir à cadre doré. Pourquoi leur as-tu dit que j'avais des problèmes de santé mentale, Victoria? Elle n'a pas bronché. N'a pas nié. Je leur ai dit ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Tu as menti à mon sujet. J'ai géré le récit.
Tu penses que les Harrington accepteraient cette famille telle qu'elle? Un gérant de quincaillerie et une infirmière? Elle a dit, infirmière, comme on pourrait dire, éruption cutanée. Je construis quelque chose ici. Ce mariage est le jour le plus important de ma vie. Ne le détruis pas. Tu me demandes de prétendre que je n'existe pas. Je te demande de rester à ta place. Reste à ta place. 3 mots. Les 3 mêmes mots que ma famille me disait de différentes manières depuis 20 ans à travers des chaises vides, des noms mal orthographiés, des costumes empruntés et des photos recadrées. Victoria était juste la première à les dire à voix haute. La porte s'est ouverte. Le visage de Diane est apparu, lisse et vigilant. Tout va bien ici? Juste des trucs de sœur, a dit Victoria avec légèreté. Elle a lissé sa robe, ajusté son bracelet David durement emprunté, je le savais par hasard, à une cliente. Diane a souri et a refermé la porte, scellant la conversation comme une lettre qu'elle aurait co-signée. Je me tenais dans ces toilettes entourées de marbre et de monogrammes, dans un espace qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel, et j'ai pris une décision. Je ne savais pas quelle forme elle prendrait. Je savais seulement que demain, pour la première fois, je n'allais pas me taire. J'ai quitté le dîner de répétition tôt. Personne ne l'a remarqué. Je me suis assise dans ma Civic sur le parking du Oakmont Country Club, coincé entre une Porsche Macan et une Range Rover noire, le moteur éteint et les mains sur le volant. Le porte-clés qui disait « RN », un cadeau de l'équipe des urgences après ma première année, a capté la lumière du lampadaire et a projeté un petit reflet sur le tableau de bord. Je pourrais rentrer chez moi. Je pourrais sécher le mariage. Je pourrais laisser Victoria avoir sa journée parfaite et retourner aux urgences là où les gens avaient réellement besoin de moi, là où mon nom était correctement orthographié sur chaque dossier que je signais. Personne dans cette salle de bal ne remarquerait mon absence. C'était tout l'intérêt de la table 14. J'ai appelé le docteur Hélène Marsh. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Elle le faisait toujours, même en repos, parce que c'était sa nature. Ils t'ont appelé juste une infirmière? Sa voix était ferme, comme un scalpel est ferme. Shelby, tu as sauvé plus de vies en un an que la plupart des gens en une vie entière. Ne laisse personne te rabaisser. J'ai regardé à travers les baies vitrées de la salle de bal. À l'intérieur, la fête continuait sans qu'une seule personne ne remarque mon absence. Et puis j'ai vu Richard Harrington. Il se tenait seul au bar, un verre à la main, fixant l'extérieur à travers la même fenêtre que moi. Pendant un instant, nos regards se sont croisés à travers la vitre, le parking et la distance entre ce que j'étais et ce qu'il pensait que j'étais. Puis mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro que je ne connaissais pas, c'est Margaret Harrington. J'ai eu votre numéro sur la liste des invités. Je voulais juste dire que je suis heureuse que vous soyez là demain. Richard posait des questions sur vous. Je l'ai lu 3 fois. Je ne comprenais pas pourquoi elle l'avait envoyé. Je ne le comprendrai pas avant demain. Mais quelque chose dans ce message, quelque chose dans la façon dont elle avait écrit, Richard posait des questions sur vous, m'a dit de rester. J'ai démarré le moteur, mais j'ai conduit vers chez moi, pas loin de demain. Vous savez, assise sur ce parking, j'ai failli partir. J'ai failli laisser Victoria gagner encore une fois. Et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce sentiment, ce moment où votre main est sur le volant et où vous vous demandez, est-ce que ça en vaut la peine? Si vous êtes déjà resté alors que tout temps vous voulez partir, dites-moi dans les commentaires ce qui vous a fait rester. Et si cette histoire vous captive, abonnez-vous. La partie qui a tout changé arrive. Le mariage a eu lieu au domaine Harrington. 200 invités. Des arrangements floraux venus par avion des Pays-Bas, pivoine, rose de jardin, jasmin retombant. Victoria portait une robe de mariée Rimakra qui captait la lumière de septembre et la transformait en quelque chose de sacré. Un orchestre à cordes a joué pendant la cérémonie. Un groupe de jazz s'échauffait derrière la tente pour la réception. Tout semblait avoir été mis en scène par un directeur artistique. Je suis arrivé tôt parce que je ne me faisais pas confiance pour arriver tout court. Victoria m'a intercepté dans l'allée. Pourquoi es-tu en avance? Restaure des photos jusqu'à ce que je t'appelle. Elle m'a appelé une fois pour la photo de famille complète. Le photographe m'a placé à l'extrémité, derrière l'épaule de Diane. Je verrai la photo plus tard, mon visage était coupé sur chaque version que Victoria a publiée. À la réception, j'ai trouvé ma place, table 18, près de l'entrée de service.
2 des chaises de ma table étaient vides et des invités qui n'étaient pas venus. La nappe était légèrement froissée. Le centre de table avait moins de tiges que les autres. J'avais été placé aussi près de l'invisibilité que la géométrie le permettait. Mais Richard Harrington est apparu. Il faisait le tour de la salle table par table, serrant des mains et remerciant les gens d'être venus. Quand il a atteint la table 18, il ne m'a pas serré la main. Il a tiré une chaise et s'est assis. Vous savez, a-t-il dit en faisant tourner lentement son verre. Il y a 3 ans, j'ai failli mourir sur l'île 95. Un camion a percuté ma voiture de plein fouet. J'étais coincé. Et pendant 47 minutes avant l'arrivée d'une ambulance, une seule personne m'a maintenu en vie. Il m'a parlé de la pluie, du verre brisé, de la femme qui avait rampé à travers les débris et lui avait maintenu la tête immobile. Elle me parlait pour que je ne perde pas connaissance. Les ambulanciers ont dit que si elle n'avait pas été là, je serais dans une boîte, pas à ce mariage. Mon cœur martelait, mais je ne faisais toujours pas le lien. 3 ans, des centaines de patients et les visages se brouillent. Il m'a regardé. Je suis désolé. Vous me rappelez quelqu'un. Puis quelqu'un a appelé son nom depuis l'autre bout de la tente, et il s'est levé, m'a pressé l'épaule et s'est éloigné. Le discours de réception de Victoria fut son chef-d'œuvre. Elle se tenait au centre de la piste de danse, un micro sans fil dans une main, l'autre main pressée sur son cœur, et elle a remercié chaque personne qui l'avait déjà fait se sentir importante. Diane, mon roc, ma boussole, ma première meilleure amie. Robert, mon héros, l'homme qui m'a montré à quoi ressemble un vrai père. Ses demoiselles d'honneur, sa colocataire d'université, sa patronne, les témoins de James, les Harrington. Ma nouvelle famille, les gens que j'ai attendus toute ma vie. Elle a remercié le fleuriste, le traiteur, le quatuor à cordes. Elle a remercié le coordinateur de la salle par son prénom et son nom. Elle n'a pas prononcé mon nom pas une seule fois, pas même en passant. 200 personnes ont applaudi. Diane a hoché la tête avec la satisfaction de quelqu'un qui voit un plan s'exécuter sans faille. Robert a levé son verre. Personne n'a remarqué l'omission, car on ne peut remarquer l'absence de quelqu'un que si l'on savait qu'il était censé être là. J'étais assise à la table 18 avec 2 chaises vides et un centre de table qui flétrissait déjà, et j'écoutais ma sœur remercier chaque personne dans son orbite sauf moi. James s'est penché vers Victoria après coup. Tu n'as pas mentionné Shelby. Victoria a touché sa joue. Elle préfère ainsi. Fais-moi confiance. Je suis allé aux toilettes, j'ai verrouillé la cabine et je me suis regardé dans le miroir. Les boucles d'oreilles en perles de ma mère captaient la lumière du lavabo. Mes yeux étaient secs, mon visage complètement immobile. J'ai touché les boucles d'oreilles. Maman aurait appelé mon nom. Maman l'aurait appelé en premier. La porte s'est ouverte. Margaret Harrington est entrée. Elle m'a vu. Elle n'a pas prétendu le contraire. J'ai remarqué que vous n'avez pas été mentionné, a-t-elle dit doucement. Est-ce que ça va? J'ai l'habitude. Margaret a soutenu mon regard. Personne ne devrait avoir l'habitude de ça. J'ai trouvé mon père sur la terrasse, appuyé contre la balustrade en pierre avec un verre de Macallan 25, servi au bar privé des Harrington, payé avec l'argent des Harrington, tenu dans le cristal des Harrington. Papa. Il s'est retourné. Il y a eu un éclair de quelque chose dans ses yeux, de la reconnaissance, peut-être, ou le léger inconfort d'un homme qui sait qu'il est sur le point de se faire poser une question qu'il ne peut pas esquiver. Elle n'a pas prononcé mon nom devant 200 personnes. Robert a expiré par le nez. Shelby, ne fais pas ça ce soir. C'est la journée de Victoria. Quand est-ce que c'est ma journée, papa? Quand est-ce que ça a jamais été ma journée? Tu es dramatique. C'est exactement ce que Victoria dit à propos de « il s'est arrêté ». À propos de quoi? Que je suis instable? Que j'ai des problèmes? Tu leur as dit ça aussi, n'est-ce pas? Il a détourné le regard, vers le jardin, vers les guirlandes lumineuses enroulées autour des buis, vers n'importe quoi qui n'était pas moi. C'était sa réponse. C'était toujours sa réponse, le regard détourné, le silence, la retraite dans une sorte de distance privée où il n'avait pas à rendre de compte pour la fille qu'il avait cessé d'élever il y a 2 décennies. J'ai fini, ai-je dit. Il a tressailli. Pas fini avec ce mariage. Fini d'attendre que tu me vois.
Je me suis retourné et j'ai marché vers la salle de bal. Il ne m'a pas rappelé. Il n'a pas suivi. Il est resté sur le patio dans son costume emprunté, buvant du scotch emprunté, et m'a laissé partir comme il m'avait laissé partir chaque jour depuis qu'il avait épousé Diane. La pire douleur n'était pas d'être effacé par ma sœur, c'était de voir mon père choisir de l'aider à le faire. J'ai poussé les portes de la salle de bal et je me suis arrêté. Richard Harrington était seul au bar, regardant son téléphone. Sur l'écran, je pouvais le voir de là où je me tenais, se trouvait un article de journal. Il était vieux et jauni, et il le fixait avec ce genre de concentration qui précède la reconnaissance. Il a levé les yeux, m'a regardé, a posé le téléphone et a commencé à marcher vers moi. Il s'est arrêté à 2 pieds devant moi. Son téléphone était toujours dans sa main, l'écran toujours allumé. Je pouvais voir le titre de l'article de billet, un homme d'affaires local survit à un horrible accident sur l'autoroute. C'était le même article qui était encadré dans son bureau. Excusez-moi. Sa voix était prudente, contrôlée, de la manière dont on parle quand on tient quelque chose de fragile. Puis-je vous demander quelque chose? Où travaillez-vous il y a 3 ans? À Saint-Lucas régional, ai-je dit. J'y suis toujours. Aux urgences. Ce n'était pas une question. Oui. Étiez-vous sur l'île 95 cette nuit-là, le 14 novembre? Et c'était là, la date, l'autoroute, la nuit qui vivait dans mon corps depuis 3 ans. Dans mes mains, dans mes épaules, dans la façon dont je tressaille encore quand j'entends des pneus se bloquer sur une chaussée mouillée. Oui, ai-je dit. Ma voix a craqué pour la première fois de la soirée. Richard est resté très immobile. Ses yeux se sont remplis lentement, comme l'eau monte dans un bassin, pas soudainement, pas de façon dramatique, juste de manière régulière et certaine. C'est vous, a-t-il dit. Monsieur Harrington, je. Vous avez tenu ma tête pendant 47 minutes sous la pluie. Vous m'avez parlé pour que je ne perde pas connaissance. Vous m'avez parlé des boucles d'oreilles en perles de votre mère, qu'elle les portait tous les jours. Pour que j'aie quelque chose sur quoi me concentrer alors que je ne sentais plus mes jambes. Ma main est allée à mon oreille. La puce d'oreille en perles. Celle de maman. Celle que je portais cette nuit-là sur l'autoroute. Celle que j'avais décrite à un étranger piégé et ensanglanté pour le garder ancré à quelque chose de doux alors que les sirènes étaient encore à des kilomètres. Le regard de Richard est descendu vers la boucle d'oreille. Sa mâchoire s'est contractée et sa voix s'est brisée. C'est bien vous. Puis la voix de Victoria a résonné dans les haut-parleurs. Attention tout le monde. C'est l'heure de la danse père-fille. Richard devait y aller, mais il a pris ma main, ses 2 mains autour des miennes et a dit, ne partez pas, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à dire ce soir. Pendant 3 ans, il m'avait cherché, et j'étais ici dans la famille de son fils, assise à la table 18. La danse père-fille s'est déroulée sous un dé de guirlandes lumineuses. Victoria et Robert se déplaçaient sur la piste sur « What a Wonderful World » et la salle a soupiré sur commande. Victoria a posé sa tête sur l'épaule de Robert et a souri pour le photographe. C'était une belle image. C'était toujours une belle image avec Victoria. Je me tenais près du bord de la tente et j'ai regardé Richard disparaître par une porte latérale. Il est parti pendant 12 minutes. J'ai compté. Ce que j'ai appris plus tard, ce que Richard m'a dit lui-même, c'est ceci, il a marché jusqu'au fond du jardin, a sorti son téléphone et a appelé le centre médical régional Saint-Lucas. L'opératrice de nuit l'a mis en relation avec les urgences. Le docteur Hélène Marsh était de garde. Je cherche le dossier d'une infirmière en traumatologie nommée Shelby Hittner, a dit Richard. Elle a été impliquée dans un accident multivéhicule sur l'île 95, le 14 novembre, il y a 3 ans. Le patient était Richard Harrington. Il y a eu un silence. Puis la voix d'Hélène, stable comme toujours, Shelby était l'infirmière principale sur les lieux cette nuit-là. Elle vous a stabilisé pendant 47 minutes avant l'arrivée des secours. Elle a reçu une mention élogieuse officielle de l'hôpital. Monsieur Harrington, honnêtement, elle vous a sauvé la vie. Pouvez-vous m'envoyer la lettre de félicitations par courriel? Je peux vous l'envoyer tout de suite. 3 minutes plus tard, le téléphone de Richard a vibré. Le courriel est arrivé du bureau de la directrice des soins infirmiers de Saint-Lucas. En pièce jointe se trouvait une lettre de félicitations officielle signée par le chef de la chirurgie et le directeur de l'hôpital.
Elle décrivait l'incident dans un langage clinique et précis. Shelby Hittner, infirmière autorisée, bachelière en sciences infirmières, a fait preuve d'un calme extraordinaire dans des conditions extrêmes. Stabilisant un patient gravement blessé souffrant d'un traumatisme suspecté de la colonne cervicale en utilisant une stabilisation manuelle en ligne pendant 47 minutes par temps défavorable. Richard l'a lu 2 fois, a fermé le courriel et a appelé Margaret. « J'ai besoin du micro après les toasts », a-t-il dit. « J'ai une annonce à faire. » Margaret a marqué une pause. « Quel genre d'annonce ? » Le genre que cette famille a besoin d'entendre. Je suis retourné à la table 18. La piste de danse était pleine maintenant. Victoria rayonnait, tournoyant avec James, puis avec Robert, puis avec un témoin. La salle gravitait autour d'elle. Diane photographiait tout, organisant la soirée en temps réel. J'étais assise seule avec les chaises vides, le centre de table dégarni et mon reflet dans la lame d'un couteau de table. Les boucles d'oreilles en perles me regardaient en retour 2 petits points de lumière dans toute cette obscurité. Puis Margaret Harrington s'est assise à côté de moi. Elle ne s'est pas annoncée, elle n'a pas fait de scène. Elle a simplement tiré la chaise à côté de la mienne à la pire table de la salle, a posé sa pochette sur la nappe et s'est installée comme si elle avait choisi ce siège à dessein. Son châle Loro Piana était drapé sur le dossier de la chaise sobre, cher, discret de la façon dont la vraie richesse est discrète. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment. Puis elle a parlé. Richard m'a parlé de l'autoroute. Je l'ai regardé. Il se souvient de plus de choses que ce à quoi je m'attendais. Il se souvient de tout. Il parle de cette infirmière à chaque fête de l'Action de grâce. Absolument chaque année. Elle a croisé les mains. Vous avez sauvé la personne la plus importante de ma vie, et vous ne vous êtes jamais manifesté. Je ne l'ai pas fait pour la reconnaissance, Madame Harrington. Je l'ai fait parce que j'étais là et que je savais quoi faire. Je sais, a-t-elle dit. C'est exactement pour cela que vous le méritez. Une pause. L'orchestre de jazz est passé à quelque chose de plus lent. Qu'est-ce qu'il va faire, ai-je demandé. Margaret m'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue diriger vers moi depuis très longtemps, quelque chose de proche de la protection maternelle. Ce qu'il aurait dû faire s'il vous avait trouvé plus tôt. Elle a tendu la main et a couvert la mienne. Et je l'ai laissé faire, car pour la première fois de la soirée, quelqu'un était assis avec moi parce qu'il le voulait. Margaret Harrington, une femme qui possède plus que ce que la plupart des gens ne verront jamais, a choisi de s'asseoir à ma table vide. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Le respect n'a rien à voir avec l'endroit où l'on vous assoit, il s'agit de savoir qui choisit de s'asseoir avec vous. Maintenant, la partie suivante de cette histoire, j'ai encore des frissons en la racontant. Si vous voulez entendre ce que Richard a dit à cette salle pleine de gens, assurez-vous d'être abonné et continuez à regarder. Les toasts se sont terminés. L'orchestre de jazz a baissé ses instruments. Le maître de cérémonie s'est avancé, a ajusté son micro de revers et a souri. Mesdames et messieurs, le père du marié aimerait dire quelques mots. Applaudissements. 200 chaises ont bougé alors que les gens se tournaient vers la scène. Richard Harrington est entré dans la lumière du projecteur, ressemblant à un homme qui attendait ce moment précis depuis 3 ans. Victoria, debout près de la table du gâteau, rayonnait. Elle a ajusté une mèche de cheveux et s'est penchée vers James. C'était la partie de la soirée qu'elle avait chorégraphiée, le patriarche Harrington faisant l'éloge de sa nouvelle belle-fille, l'accueillant dans la famille, scellant l'image. Richard a saisi le micro et n'a pas souri. La plupart d'entre vous savent, commença-t-il, sa voix résonnant dans la tente avec le poids de quelqu'un habitué à ce que les salles écoutent, qu'il y a 3 ans, j'ai eu un grave accident. Un poids lourd s'est mis en portefeuille sur LI 95 pendant une averse. Il a percuté ma voiture de plein fouet. Ma portière a été écrasée vers l'intérieur. Mes jambes étaient coincées. La colonne de direction était contre ma poitrine. La salle est devenue silencieuse. Même les traiteurs se sont arrêtés. Pendant 47 minutes, avant toute ambulance, avant tout secouriste, avant que tout outil de désincarcération puisse m'atteindre, une personne m'a gardé en vie. Une femme. Elle a rampé à travers les débris, a tenu ma tête et mon cou immobile pour que ma colonne vertébrale ne se sectionne pas, et m'a parlé pendant les pires 47 minutes de ma vie. Il s'est arrêté et a regardé la salle. Victoria souriait toujours, mais son sourire s'était figé. Elle n'était pas sûre d'où cela menait.
Je ne l'ai jamais retrouvé, continua Richard. L'hôpital n'a pas voulu divulguer son nom règlement sur la confidentialité. J'ai cherché. J'ai engagé des gens pour chercher. J'ai créé une fondation en son honneur. Pendant 3 ans, je l'ai appelé l'ange de l'île 95. Il a pris une inspiration. Ce soir, je l'ai trouvé. La salle ne respirait plus. Richard s'est tourné et a regardé directement vers la table 18. La femme qui m'a sauvé la vie, a dit Richard, est assise juste ici, à la table 18. 200 têtes se sont tournées. 200 paires d'yeux se sont posés sur moi, la fille en robe bleu marine à la pire table, celle avec le centre de table dégarni et 2 chaises vides. Son nom est Shelby Hitner. Silence. Un silence absolu, physique, le genre où l'on peut entendre la glace fondre dans les verres. La voix de Richard n'a pas tremblé. Il y a 20 minutes, la femme qui se tenait à côté de moi sur cette scène a présenté Shelby comme étant juste une infirmière. Il s'est tourné lentement vers Victoria. Son sourire avait disparu. Son visage avait pris la couleur des nappes. Laissez-moi vous dire ce que signifie juste une infirmière, a dit Richard, et sa voix est descendue dans quelque chose de bas et d'incassable. Cela signifie s'agenouiller dans du verre brisé sous la pluie à 23 heures du soir. Cela signifie tenir la tête d'un étranger immobile pendant 47 minutes pour que sa colonne cervicale ne se sectionne pas. Cela signifie parler des boucles d'oreilles en perles de votre mère, celles qu'elle porte en ce moment même, pour garder un homme mourant conscient quand il n'y a plus rien d'autre à quoi se raccrocher. Il a levé son téléphone, l'écran face au public. Le courriel de Saint-Lucas. La lettre de félicitations. Le sceau de l'hôpital. Ceci provient du centre médical Saint-Lucas. Une mention élogieuse officielle signée par le chef de la chirurgie et le directeur de l'hôpital. Il y est écrit que Shelby Hitner a fait preuve d'un calme extraordinaire dans des conditions extrêmes et qu'elle a été la seule responsable de ma stabilisation jusqu'à l'arrivée des secours. Quelqu'un à une table du milieu a commencé à applaudir, puis un autre, puis une vague s'est élevée du fond, déferlant vers l'avant jusqu'à ce que presque chaque personne sous la tente soit debout. Victoria est restée figée sur la scène. Robert avait posé son verre et me fixait avec une expression que je ne lui avais jamais vue, quelque chose entre la honte et l'admiration, comme s'il regardait une étrangère qu'il aurait dû connaître. James s'est tourné vers Victoria. Sa voix était calme, mais dans le silence, elle portait. Tu m'as dit qu'elle avait des problèmes de santé mentale. Tu m'as menti. L'ovation debout s'est transformée en un souffle retenu. Tous les yeux étaient fixés sur Victoria. James se tenait à 2 pieds d'elle, les bras le long du corps. As-tu dit au Harrington que Shelby était mentalement instable? Les mains de Victoria ont volté vers son collier, un geste nerveux que je reconnaissais depuis l'enfance, celui qu'elle déployait quand un mensonge était sur le point de voir le jour. James, ce n'est pas le moment. Réponds-moi. La tente était un tribunal. 200 témoins, aucune objection. Victoria a essayé de sourire. Le résultat était faux, trop large, trop brillant, le réflexe social d'une femme qui avait passé toute sa vie à jouer la comédie. Margaret Harrington s'est levée de la table 18. Sa voix était calme, cultivée et totalement dévastatrice. Simple. Vous avez menti à notre famille au sujet de la femme qui a sauvé la vie de mon mari. Vous avez fabriqué un état de santé mentale pour pouvoir la cacher au fond de la salle. Robert a fait un demi-pas en avant. Ne montons pas cela en épingle. Richard l'a coupé sans élever la voix. Robert, avec tout mon respect, votre fille a fabriqué une histoire sur la santé mentale de votre autre fille pour manipuler ma famille. Ce n'est pas une question de proportion. C'est une question de caractère. Les yeux de Victoria se sont mouillés. Des larmes ont coulé, pratiqué, rapide, le genre qui apparaît sur commande. Diane s'est dirigée vers elle, tendant la main. Mais Victoria a repoussé la main de sa mère, et sa voix s'est brisée dans quelque chose de brut. C'est sa faute, dit-elle en me pointant du doigt. Elle aurait dû rester invisible. Un halètement a parcouru la salle comme le vent dans les rideaux. 200 personnes l'ont entendu. La babysitter à ma table, les traiteurs près de la cuisine, James, Richard, mon père. Elle aurait dû rester invisible. Personne ne lui a appris à dire cela. Personne ne l'a scénarisé, et cela en faisait la chose la plus honnête que Victoria ait dite de toute la soirée. Richard a repris le micro. La salle résonnait encore de l'éclat de Victoria,
mais il se tenait au centre de tout cela comme un homme qui avait affronté pire qu'un mariage tournant mal. « Je n'avais pas prévu de faire cela ce soir, dit-il. » Sa voix était rugueuse sur les bords maintenant, comme les voix le deviennent quand l'émotion a été contenue et est enfin autorisée à surgir. Mais je pense que le moment ne pourrait pas être mieux choisi. Il se redressa, regarda la salle. Il y a 3 ans, après l'accident, j'ai créé la bourse d'études de la Fondation Harrington pour les premiers intervenants à $200 000 par an pour les infirmières et les ambulanciers qui font preuve d'un dévouement exceptionnel sur le terrain. Des murmures ont parcouru la tente. J'ai passé 3 ans à chercher la bonne personne pour recevoir le prix inaugural. J'ai cherché dans tout l'État, dans tout le pays, examiné des dizaines de nominations. Il secoua la tête lentement. Et elle était ici, à la table 18, dans une robe à $39. Il descendit de la scène. Le projecteur le suivit à la même lumière qui avait illuminé la robe à $12 000 de Victoria, suivant maintenant un homme de 63 ans marchant vers le fond de la salle. Il s'arrêta à ma table et me tendit la main. « Shelby Hitner, au nom de la Fondation Harrington, j'aimerais vous inviter officiellement en tant que première récipiendaire de cette bourse. Elle financera une certification avancée en soins infirmiers de traumatologie, la formation continue et tout ce dont vous avez besoin pour continuer à faire ce que vous faites. » Je me suis levé. Mes jambes étaient chancelantes, mais mes yeux étaient secs. J'ai pris sa main. La salle s'est levée avec moi. 200 personnes. Une ovation debout qui a fait vibrer les mâts de la tente. Richard s'est penché et a dit doucement, « Juste pour moi, merci pour ma vie. » Derrière nous, Victoria restait sur la scène, seule sous le projecteur qui ne lui appartenait plus. Son mariage, ses invités, sa scène et la seule histoire dont tout le monde se souviendrait de cette nuit était celle qu'elle avait essayé d'effacer. Je n'ai pas sauvé Monsieur Harrington pour la reconnaissance. Je l'ai sauvé parce que c'est ce que font les infirmières. Mais je ne prétendrai pas que cela n'a pas d'importance que quelqu'un l'ait enfin vu. James a pris Victoria par le bras et l'a conduite à travers les portes vitrées vers la terrasse. Il n'a pas tiré, il n'a pas élevé la voix, mais sa main était ferme, et Victoria est partie parce que, pour la première fois de leur relation, elle n'avait pas de scénario pour ce qui arrivait. À travers la vitre, les invités pouvaient voir leur silhouette, les bras croisés de Victoria, les mains de James dans ses poches, puis sortis, puis passant dans ses cheveux le langage corporel d'un homme recalibrant tout ce qu'il pensait savoir. Des fragments de la conversation flottaient à travers la porte entr'ouverte. « Tu as dit à mes parents qu'elle était instable, » disait James. « Tu m'as fait croire que la propre demi-sœur de ma femme était quelqu'un à plaindre. Sur quoi d'autre as-tu menti? Tout ce que j'ai fait était pour nous, James. Pour notre image. » « Notre image? Je t'ai épousée parce que je pensais que tu étais gentille. Mon père a failli mourir, et la personne qui l'a sauvée était assise au fond de notre mariage parce que tu l'y as mise. Elle n'est personne. Elle est la raison pour laquelle mon père m'a accompagné à l'hôtel aujourd'hui. Elle est quelqu'un. » Silence. Puis la voix de James, plus basse maintenant, mais portant toujours, « Voici ce qui va se passer. Tu vas présenter tes excuses à Shelby. Pas plus tard. Ce soir, devant les gens qui t'ont regardé l'humilier. James. Et lundi matin, nous appelons un conseiller conjugal. Nous commençons la semaine prochaine. Tu ne peux pas être sérieux. Si j'apprends que tu as menti sur quoi que ce soit d'autre, n'importe quoi, c'est fini entre nous. » À travers la vitre, j'ai regardé la posture de Victoria changer. L'architecture confiante de sa colonne vertébrale s'est ramollie en quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle, l'incertitude. Elle se tenait de l'autre côté de la vitre dans sa robe à $12 000, et pour la première fois, l'armure ne tenait pas. Je n'ai pas cherché mon père, c'est lui qui m'a trouvé. J'étais sur le balcon à l'autre bout du domaine, loin du bruit, regardant le jardin où les guirlandes lumineuses faisaient ressembler tout à une promesse. L'air nocturne s'était rafraîchi, et je pouvais le sentir sur mes bras nus. Cela ne me dérangeait pas, car au moins c'était honnête. Shelby. Je me suis tourné. Robert se tenait dans l'embrasure de la porte, son costume emprunté froissé, son visage ravagé. Il ressemblait à un homme qui venait de voir quelque chose s'effondrer et réaliser qu'il se tenait dessus. « Je ne savais pas, » dit-il. « Pour l'autoroute? Pour Richard? »« Non, je. »« Non, dis-je, tu ne savais pas. Parce que tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais demandé ce qui s'était passé au travail.
Tu n'as jamais demandé si j'allais bien. Tu n'as jamais rien demandé. Je pensais préserver la paix. Tu préservais le bonheur de Victoria. Ce n'est pas la même chose. Il a essayé de parler, et les mots se sont dissous avant d'atteindre sa bouche. Puis il a pleuré. Mon père de 58 ans, debout sur le balcon d'un milliardaire dans un costume que sa belle-fille lui avait acheté, pleurant comme s'il venait de réaliser que la maison était déjà en feu quand il avait arrêté de vérifier les détecteurs de fumée. Je ne l'ai pas pris dans mes bras. Je suis resté là où j'étais. Je ne te hais pas, papa. J'ai juste arrêté d'attendre que tu sois mon père il y a bien longtemps. Est-ce que je peux réparer ça? Je ne sais pas. Mais tu ne peux pas le réparer en pleurant au mariage de Victoria pour redevenir comme avant lundi. Il a essuyé son visage avec le revers de sa main. Victoria m'a dit que tu serais plus heureuse si nous gardions nos distances, et je l'ai cru parce que c'était plus facile. C'était là, 20 ans d'abdication résumés en une phrase. Il n'avait pas été trompé, il s'était porté volontaire. Je n'ai pas besoin de tes larmes, papa. J'ai besoin que tu te souviennes de ce sentiment un mardi ordinaire, quand Victoria te demandera de faire semblant que je n'existe plus. Il a hoché la tête. Je suis rentré à l'intérieur. Victoria est revenue dans la salle de bal 15 minutes plus tard. Son maquillage avait été retouché, mais ses yeux étaient rouges sous l'anticerne, et sa posture portait la raideur d'une femme qui venait de recevoir un ultimatum de l'homme qu'elle avait épousé 3 heures plus tôt. James marchait à ses côtés, sans la toucher de présent, mais séparés. Elle a pris le micro pour la 3e fois de la soirée. La première fois, elle avait présenté sa famille. La seconde, elle avait porté son toast. Cette fois, la salle savait ce qui allait arriver, et le silence était d'une espèce différente expectant, judiciaire. Je dois des excuses à quelqu'un ce soir. Sa voix était ténue. Elle a parcouru la salle comme si elle cherchait une stratégie de sortie, et n'en a trouvé aucune. Shelby, je n'aurais pas dû te présenter de la manière dont je l'ai fait. Je suis désolé. Elle s'est arrêtée. La salle attendait. On pouvait entendre la glace. Margaret a parlé depuis sa chaise, sa voix polie, précise et implacable. Et les mensonges sur sa santé mentale? Le sang-froid de Victoria s'est fissuré et une fracture visible comme une fêlure dans la porcelaine. J'ai dit au Harrington des choses sur Shelby qui n'étaient pas vraies. Je m'en excuse aussi. L'excuse a atterri sous la tente comme une pièce jetée dans une cathédrale, petite, dure, résonnante. Ce n'était pas suffisant, et tout le monde le savait. Mais c'était ce qu'une nuit pouvait extraire. Je ne suis pas allé sur la scène. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je n'ai pas dit, je te pardonne, car le pardon n'est pas un réflexe, c'est une décision qui mérite du temps. J'ai croisé son regard à travers la salle et j'ai hoché la tête une fois. C'était tout. James s'est penché vers le micro. Shelby, ma famille te doit plus que des excuses, et nous avons l'intention de le montrer. Victoria se tenait à côté de son nouveau mari, entendant son propre mariage réécrit en temps réel. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait aucun contrôle sur l'histoire. Elle s'excusait avec le même micro qu'elle avait utilisé pour m'humilier. Je n'avais pas besoin de l'entendre dire qu'elle était désolée, j'avais besoin qu'elle s'entende le dire. La réception a continué, car les mariages ont une dynamique propre même quand le sol se dérobe. L'orchestre de jazz a joué, les invités ont dansé, le gâteau a été coupé, mais l'énergie dans la salle avait tourné pas amère, exactement, mais honnête. Les gens parlaient plus bas, les rires venaient en plus petite dose. Richard m'a trouvé dans le jardin, assise sur un banc en pierre près du magnolia où la cérémonie avait eu lieu des heures plus tôt. Les chaises avaient déjà été débarrassées, le tapis de l'allée n'était plus là. Il n'y avait plus que de l'herbe et des lanternes. Il s'est assis à côté de moi et a mis la main dans sa veste. Je veux vous montrer quelque chose. De son portefeuille en cuir brun usé et craquelé au pli, il a sorti un petit morceau de papier froissé. Il l'a déplié avec précaution, de la façon dont on manipule quelque chose qu'on a porté trop longtemps pour le traiter brusquement. C'était une impression de dossiers médicaux, et en haut, en caractère clinique, infirmière principale Hitner. J'ai porté votre nom dans mon portefeuille chaque jour pendant 3 ans, dit-il. Je ne connaissais pas votre visage. Je ne connaissais pas votre voix. Mais je connaissais votre nom, et je savais que j'étais en vie grâce à lui. J'ai regardé le papier, usé et souple au pli, l'encre s'effaçant.
Il ne l'avait pas seulement gardé, il avait vécu avec. Quand cette femme a dit juste une infirmière ce soir, continua-t-il, j'ai voulu me lever tout de suite. J'ai voulu retourner toute la salle. Mais je devais en être sûr d'abord. Pourquoi cela vous importe-t-il autant, ai-je demandé. Après 3 ans, il m'a regardé avec la clarté absolue d'un homme à qui l'on avait donné une seconde vie et qui avait passé chaque jour à essayer de la mériter. Parce que personne n'a le droit de réduire la personne qui m'a sauvé la vie à une chute de plaisanterie. Il m'a tendu une carte de visite, Fondation Harrington, un numéro de téléphone, un nom. C'est réel. La bourse est réelle. Appelez ce numéro lundi. Et Shelby, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit n'importe quoi. J'ai pris la carte, et j'ai tenu le morceau de papier usé avec mon nom dessus, et j'ai laissé 3 ans de silence prendre tout leur sens. Une semaine plus tard, la poussière est retombée de façon mesurable. La Fondation Harrington a appelé lundi matin, à 9 heures précises. Une femme nommée Claire, du bureau des subventions, m'a expliqué les détails, 200 000 $ destinés à une certification avancée en soins infirmiers de traumatologie par Johns Hopkins, plus des crédits de formation continue, plus une allocation pour les voyages de conférences. Les formalités prendraient 2 semaines. L'annonce serait publiée sur le site web de la Fondation. Mon nom, orthographié correctement, serait inscrit comme premier récipiendaire. J'ai signé les formulaires à ma table de cuisine en tenue de travail avant une garde de 12 heures. Victoria et James ont commencé une thérapie de couple cette même semaine. J'ai appris par Robert qui avait soudainement développé la capacité de téléphoner et que les Harrington avaient mis des conditions sur la maison qu'ils avaient prévu d'aider le couple à acheter. Aucun soutien financier tant que 6 mois de thérapie n'auraient pas été accomplis. Le cercle social de Victoria s'est contracté comme un point. Les amis des Harrington, les gens qui comptaient réellement dans le monde où Victoria essayait d'entrer, ont arrêté de lui rendre ses appels. Ses photos de mariage sur Instagram sont passées de 800 mentions, j'aime, à peine une centaine. La section des commentaires, autrefois un défilé d'émojis en forme de cœur, est devenue silencieuse. Robert m'a envoyé une lettre, pas un texto, pas un courriel, une lettre manuscrite sur du papier ligné déchiré d'un bloc-notes jaune, avec une écriture que je reconnaissais à peine car je ne l'avais jamais vue auparavant. Il écrivait sur le regret. Il écrivait sur les choses qu'il aurait dû dire à ma remise de diplôme, à ma cérémonie de remise des insignes d'infirmière, à chaque table de dîner où il avait laissé quelqu'un d'autre narrer ma vie. Il écrivait qu'il était désolé. Je l'ai lu. Je l'ai plié. Je l'ai mise dans le tiroir de ma table de chevet. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je le punissais, mais parce que certaines excuses ont besoin de reposer avant de savoir si ce sont des graines ou juste des mots. Diane n'a pas appelé, n'a pas envoyé de message. C'était Diane. Quand il n'y avait plus rien à gagner, elle disparaissait cohérente jusqu'au bout. L'excuse de Victoria ne lui a rien coûté cette nuit-là. Le vrai coup est venu après, quand les gens pour qui elle s'était mise en scène ont arrêté de regarder. Je suis retourné au travail le lundi après le mariage, et les urgences se moquaient bien de tout ce qui s'était passé sous une tente pleine de champagne et de guirlandes. Un ouvrier du bâtiment est arrivé avec une barre de fer dans l'avant-bras. Un adolescent a fait une overdose dans l'air des ambulances. Une grand-mère a fait un arrêt cardiaque en salle 4, et nous l'avons ramenée. Le docteur Hélène Marsh m'a attrapé dans le couloir entre 2 traumatismes. Elle s'est appuyée contre le mur, les bras croisés et ses lunettes de lecture remontées dans ses cheveux. Richard Harrington a encore appelé l'hôpital ce matin, dit-elle. Il voulait remercier personnellement le personnel infirmier. Il t'a mentionné spécifiquement. Elle marqua une pause. Il a dit que tu es une héroïne. Je suis une infirmière, ai-je dit. C'est plus que suffisant. Hélène a souri, ce genre de sourire rare et spontané qu'elle garde pour les moments sincères. Oui, ça l'est. Je n'ai pas raconté toute l'histoire à mes collègues. Je n'ai rien publié à ce sujet. De la même façon que je n'avais jamais rien publié sur le prix d'excellence en soins infirmiers, sur le sauvetage lors d'une thoracotomie ou sur l'un des centaines de moments qui ont fait de moi celle que je suis. Mon travail vit là où c'est important, dans les dossiers, dans les résultats, chez les patients qui franchissent les portes en marchant alors qu'ils y sont entrés sur un brancard. Mais quelque chose avait changé pas dans le monde, en moi. J'ai touché les boucles d'oreilles en perles de ma mère dans le miroir des vestiaires avant ma garde. Elles avaient toujours été un rappel de ce que j'avais perdu. Maintenant, elles étaient autre chose, un fil qui reliait chaque version de moi.
La petite fille de 7 ans qui a perdu sa maman. L'adolescente qui a disparu dans la nouvelle famille de son père. La jeune femme de 26 ans qui s'est agenouillée sur du verre brisé sous la pluie et a tenu la vie d'un étranger entre ses mains. Celle de 29 ans qui s'est assise à la table 18 et a refusé de partir. Je n'avais rien prévu de tout cela. Je n'ai ni comploté ni élaboré de stratégie. J'ai juste vécu ma vie, fait mon travail, et finalement la vérité a rattrapé tout le monde. La vengeance n'était pas ce que Richard avait dit sur cette scène. La vengeance, c'était 20 ans passés à devenir quelqu'un que Victoria ne pourrait jamais diminuer, peu importe ses efforts. La vraie force n'est pas bruyante, ce sont les 47 minutes sous la pluie quand personne ne regarde. Si vous êtes assis à la table 18 dans votre propre famille, si quelqu'un vous a dit que votre travail, votre vie, votre contribution est juste ceci ou cela, je veux que vous entendiez ceci, vous n'êtes pas l'opinion que votre famille a de vous. Vous n'êtes pas la pire table de la fête. Vous êtes ce que vous faites quand personne n'applaudit. La semaine dernière, j'ai reçu une carte par la poste. Écrite à la main sur du papier crème, épais et lourd comme le vrai papier se doit de l'être, de la part de Richard Harrington. C'était une invitation pour la fête de l'Action de grâce. Notre table peut accueillir 12 personnes, avait-il écrit. Il y a une chaise à votre nom orthographiée correctement. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un m'invitait à une table où je n'étais pas une réflexion après coup. J'ai épinglé la carte sur mon réfrigérateur avec un aimant en forme de stéthoscope. Elle se trouve à côté de mon planning de travail et d'une photo de ma mère, celle où elle rit, la tête renversée, ses boucles d'oreilles en perles captant la lumière. Je ne sais pas ce qui va se passer avec mon père. Je ne sais pas si Victoria changera ou apprendra simplement à mieux cacher les parties d'elle-même qui ont été exposées. Je ne sais pas si Diane décrochera un jour le téléphone. Mais je sais ceci, je n'attends plus après aucun d'entre eux. Ce matin, j'ai clippé mon badge à ma blouse, Shelby Hitner, infirmière autorisée, bac en sciences INF. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles de ma mère. J'ai conduit ma Civic jusqu'à l'hôpital. Je suis entré aux urgences, et l'infirmière responsable m'a tendu 3 dossiers avant même que j'aie versé mon café. Ma mère disait souvent, aide les gens et les bonnes personnes te trouveront. Cela a pris 29 ans, mais elle avait raison. Mon nom est Shelby Hitner. Je suis juste une infirmière. Et c'est la chose la plus puissante que j'ai jamais été. C'est mon histoire. Et je sais qu'elle est longue, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'elle signifie quelque chose et qu'elle vous a parlé. Alors voici ce que je veux vous demander, pensez-vous que Victoria changera vraiment? Ou est-ce que les gens comme elle apprennent juste à mieux se cacher? Donnez votre réponse dans les commentaires. Changement ou dissimulation? Je lis chacun d'entre eux. Si cette histoire vous a touché, mettez un « j'aime ». Cela aide plus de gens à l'entendre. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez la description pour une liste de lectures qui vous accompagnera. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vous êtes plus que ce qu'ils disent de vous.